Monsieur Chaker, bonjour. Azul. Une question d'actualité. Il semblerait que l'État algérien s'apprêterait à revoir encore une fois sa constitution. Et il semblerait aussi qu'il y a un débat sur cette nouvelle constitution qui est lancée ou qui va être lancée. Et à cette occasion, un certain nombre d'acteurs kabyles, notamment, s'activent pour participer à ce débat que l'État algérien veut organiser pour exiger l'officialisation de Tamazight par l'État algérien. Donc ils veulent que Tamazight soit intégré dans la Constitution comme langue officielle, à l'image de la monarchie marocaine. Alors, qu'en pensez-vous? Bon, j'ai essayé d'être bref, mais l'histoire et la politique sont un éternel recommencement. Écoutez, entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas l'impression, c'est la course depuis une vingtaine d'années. Bon, au fond, il y a une convergence totale dans la gestion politique de la question berbère entre l'Algérie et le Maroc. Il y a une convergence totale, même si beaucoup les intellectuels et les politiques algériens et marocains refusent de le reconnaître. C'est une évidence. Il suffit d'étudier, de mettre en parallèle la chronologie et de voir les mesures des uns et des autres. On est dans la course permanente. Donc stratégie commune, analyse commune pour moi. Tout ça, ce sont je dirais une stratégie parfaitement... Au fond, les deux principaux États berbérophones sont passés à partir des années 90, d'une gestion à une autre. La première phase depuis les indépendances, c'était la négation des berbères. Le berbère, ça n'existe pas, ou ça doit disparaître, point. C'est l'horizon. Alors après, il y a des nuances. Et à partir des années 90, en réaction à la pression sociale, et puis sans doute aussi à d'autres paramètres plus complexes, internationaux et autres, on est passé à une phase que je qualifierais d'intégration-neutralisation. Et toutes les mesures qui ont été prises, en particulier juridiques, les modifications constitutionnelles, appartiennent à cette stratégie au fond, de neutralisation, captation, patrimonialisation, nationalisation, qui a pour but fondamental de neutraliser, disons, d'intégrer ce danger berbère
pourrait, pour pas faire très très simple, hein, on pourrait dire qu'on est dans un processus depuis les années 90, après s'être opposé frontalement, avoir rejeté, nié ou développer des politiques d'hostilité très claires anti-berbères. On est dans des politiques, je dirais, pour prendre un terme local, de marzénisation de la Mazirte et des Berbères à travers l'intégration de ces élites culturelles, intellectuelles et politiques. La stratégie est strictement la même dans les deux côtés de la frontière. Voilà. Stratégie. Alors vous allez me dire, est-ce que il n'y a pas quand même des aspects positifs là-dedans? Bon, bien sûr, la question est moins tendue, peut-être moins, mais en même temps, est-ce que cette nouvelle politique, et en particulier l'officialisation qui s'est opérée au Maroc et donc qui va s'opérer nécessairement en Algérie. Vous savez, moi, depuis 2002, depuis que l'Algérie a reconnu le berbère comme langue nationale, je dis et j'enseigne dans mes cours, il est évident que le Maroc va faire la même chose, c'est une question de temps, c'est tout. C'est évident, donc depuis que juillet 2011, le Maroc a reconnu la Mazir, comme on dit là-bas, comme langue officielle, il est évident que l'Algérie va le reconnaître. Elle ne peut pas ne pas le faire. C'est une impossibilité politique. Il y a trop d'influences réciproques. Et, en fait, les politiques berbères, je ne sais pas si elles sont coordonnées de manière, organique. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont strictement identiques. Elles sont strictement identiques, il n'y a qu'une différence de chronologie et éventuellement de vocabulaire. La culture politique algérienne n'est pas celle du Maroc et vice-versa. Donc de ce point de vue-là, l'officialisation, comme toutes les mesures à caractère juridique qui ont été prises, à mon avis, elles sont un peu, on est dans le symbole et la gesticulation, la manipulation, elles ne correspondent à pas grand-chose de réel en termes de défense et de promotion de la Mazir, de la langue berbère, c'est tout. On le voit très très bien en Algérie. Là en Algérie, on a le temps de l'observation, puisque le processus a commencé, on peut dire, dès 90 avec la création des départements universitaires, 95, puis 2002, etc. L'institutionnalisation a commencé à un niveau assez discret pour aboutir à 2002, la constitutionnalisation comme langue nationale. On sait très bien ce qu'a donné la Constitution, la reconnaissance comme langue nationale en Algérie. Rien. Tous les textes juridiques réaffirment de façon constante, permanente, le caractère exclusif de l'arabe dans l'administration, dans la justice, dans l'enseignement, etc. Point final. Donc, ça n'a strictement, et d'ailleurs on le voit très bien à travers l'analyse qu'on peut faire de la constitution marocaine, l'officialisation certes, mais elle est totalement symbolique et le berbère est clairement posé comme secondaire par rapport à l'arabe et on se donne tous les moyens de, a priori, limiter cette officialisation puisque elle est soumise et subordonnée à une loi organique dont on attend toujours la discussion et la promulgation, donc 3 ans après le changement constitutionnel. Autant dire qu'on se fout du monde, pour parler très clairement. Et de toute façon, le texte même de la constitution marocaine stipule bien que c'est l'arabe d'abord et la berbère, on verra après. La Mazir, en gros, très, très clairement, si on parle simplement, ce que dit la constitution marocaine, c'est les arabes, il y a l'arabe qui demeure langue officielle de l'État marocain et le berbère devient aussi langue, mais on verra. On verra. Donc on est de toute façon dans une gestion je dirais dilatoire, gesticulatoire et je dirais qui ne dépasse pas le plan du symbole. Il n'y a pas pour l'instant ni le statut de langue nationale en Algérie, ni le statut de langue officielle au Maroc n'ont réellement changé la situation socio-linguistique réelle. Et en particulier la situation de domination et de marginalité du berbère. Alors bien sûr, on peut toujours dire c'est mieux que rien,
il vaut mieux être reconnu que pourchassé, envoyé dans les prisons. Le problème, si on se situe sur la question strictement linguistique, puisqu'il s'agit de ça, de la reconnaissance du berbère, c'est la question des conditions d'existence et de développement d'une langue. Bon, elles ne sont absolument pas réunies dans aucun des deux pays, c'est tout. Et à mon avis, ils ne peuvent pas l'être dans le cadre des politiques globales actuelles. D'accord. Donc ce combat, entre guillemets, pour l'officialisation, on peut dire que... non, écoutez, moi, ma position est très claire. Je vous interromps tout de suite. On m'a demandé de signer des pétitions. J'ai dit non parce que ce n'est pas un objectif. C'est inconsistant. Et c'est même, je dirais, jouer le jeu des régimes en place, des pouvoirs en place, en donnant l'illusion qu'il y a des avancées. Comme je vous disais tout à l'heure, à un autre moment, dans une autre interview, 20 ans après la mise en place de l'enseignement du berbère en Algérie, on a à peu près entre 2 et 3% de la population scolaire qui suit un enseignement berbère, et 90% de ces enseignements sont en kémélie, restent facultatifs, etc., optionnels, etc. Bon, donc on voit très bien que c'est du côté institutionnel, toute mesure d'intégration, d'institutionnalisation, et donc y compris au niveau juridique, constitutionnel, a des effets homéopathiques. A des effets homéopathiques. D'ailleurs, j'attire votre attention pour revenir au cas de l'Algérie. On n'a pas hésité à maintenir cette contradiction assez amusante, en même temps, mais cocasse d'une certaine façon, mais qui est très significative. On vous met article 3 bis, Tamazigh est aussi langue nationale, mais le préambule de la Constitution vous dit très clairement l'Algérie, terre arabe, etc. Bon, on est vraiment dans le socle de la politique de ces États reste inchangé. Je dirais qu'au mieux, soyons très clairs, je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé depuis 20 ans, il ne faut pas non plus exagérer. Il s'est passé des choses, mais on est toujours dans une situation où on organise la marginalité. Voilà. Au fond, s'il y a des évolutions, elles sont tout à fait comparables. Bon, le berbère a atteint le stade des langues régionales de France. De toute façon, sa condamnation à mort et à disparition, elle est là. C'est comme si vous voulez, vous me disiez que c'est comme si, je sais pas moi, on prétendait que la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires en France, ou la loi d'Exxon de 51, protégeait les langues régionales. C'est une plaisanterie. Les langues régionales sont moribondes et elles sont condamnées à disparaître. Parce que le contexte général, les moyens réels d'une revivification n'ont jamais été mis en place par l'État français. Et ne peuvent pas être mis en place par l'État français, parce que ce serait contraire à toute son histoire politique, de politique linguistique depuis la monarchie, depuis François Ier au bas mot. Et donc c'est un peu la même chose. Bon, je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès. On a des changements de gestion, mais dans le cadre d'une stratégie globale qui demeure la même. On dira qu'autrefois c'était le berbère doit disparaître pour que soit parachevée l'unité nationale. Maintenant on dira le berbère peut exister dans les marges. Je parlais il y a déjà plus de, 25 ou 30 ans de reconnaissance muséographique. On est un peu dans la même logique. Reconnaissance dans les marges. Si ça vous plaît, pourquoi pas. Si vous voulez danser et chanter en breton, vous pouvez. Bon, c'est pareil. Mais la justice, elle se fait en arabe. L'administration, c'est en arabe. L'administration en arabe. Et de toute façon, l'ensemble de l'État va dans ce sens-là. Donc, vous voyez, l'officialisation, ça me paraît plutôt
un passe-temps pour certains, une manœuvre dilatoire pour d'autres. Bon, Ouais. hein. D'accord. Ok. Je veux qu'on revienne en Kabylie. Bon, le constat qu'on fait, je pense que tout le monde le fait, la situation en Kabylie est chaotique. C'est-à-dire quand on voit, les années phares qu'a traversé la Kabylie avec une capacité de mobilisation qui a été quand même exceptionnelle, même à travers la planète. Quand on voit le boycott scolaire de 1994 qui a duré pratiquement un an, où toute la Kabylie a été acquise, 2001, tout ce qui s'est passé en 80. Donc la Kabylie avait montré par le passé qu'il a une capacité de mobilisation réelle, et puis ça a fait son effet, ça a donné des résultats. Bon, des résultats en termes de mobilisation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on arrive à ce que la Kabylie soit réduite à une situation vraiment chaotique et que la mouvance amazigh est pratiquement disparue. À tout miser, disons. Voilà, à tout miser. Donc comment expliquez-vous cette situation? Difficile, hein. Votre question est difficile. Comment l'expliquer? Bon, je dirais fondamentalement, je pense, parce que fondamentalement, hein, après il y a les déterminations, les facteurs sont multiples. Hein. Fondamentalement parce que la question amazigh en réalité n'a jamais été assumée par ses porteurs, n'a jamais été assumée comme un projet politique. Hein, mais il suffit de relire tout ce qu'on a pu écrire depuis, j'allais dire 48 ou la crise de 1949, hein, 48-49, mais c'est vrai en 80, c'est vrai plus tard. La question amazigh est toujours présentée comme un problème, simplement un problème culturel. Elle n'a jamais été présentée en termes de projet politique et en termes de droit, au fond, de droit à l'existence, de ce qu'il faut appeler un chat des minorités ethno-linguistiques, point final. À partir de ce moment-là, si vous voulez, ça veut dire que le cadre national, que le cadre et le caractère essentiellement, prétendument culturel de la revendication, au fond, n'a pas donné lieu à une structuration politique, à un projet politique sur la durée, et d'une part, les militants, quels qu'ils soient, de quel niveau qu'ils soient, ont toujours été au fond happés par d'autres horizons en termes de projets politiques. Le pouvoir, l'État central, évidemment, dans ce contexte-là, il lui est relativement aisé d'intégrer, de manipuler, de récupérer les uns et les autres. Hein. Si votre projet est purement culturel, c'est relativement facile. C'est un peu ce qui s'est mis en place à partir des années 90. Je pense qu'on touche du doigt une donnée de fondamentale, hein, pour les berbères en général, en tout cas algéro-marocain, peut-être pas libyen, il faudrait mettre à part, hein. Touareg aussi, il faudrait peut-être mettre un peu à part. C'est que il n'y avait pas de projet politique berbère, tout simplement. Il n'y a pas eu des embryons, des débuts, mais rien de cristallisé, de durable. Je crois que la faiblesse fondamentale, effectivement, c'est le culturalisme, hein, finalement. Culturalisme qui, par définition, ne portant pas un projet politique, ne remet pas en cause l'État et ses formes d'organisation, ne remet pas en cause le cadre national et sa définition et ses limites, etc. Donc, je pense que les fondements même de la revendication berbère sont fragiles de ce point de vue-là, et ça apparaît de façon très très claire lorsqu'on compare avec des situations, je dirais,
historique et social relativement proche autour de la Méditerranée, que ce soit la Catalogne ou le Kurdistan, hein, pour prendre deux bouts de la Méditerranée. On voit très bien que dans un cas, on a un véritable, je dirais, projet, ou en tout cas une construction nationale, en réalité, kurde, catalane, etc., et avec un projet, je dirais, de récupération d'une forme de souveraineté, hein. Ça ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement un État, hein, mais une forme de souveraineté très claire, hein. Et alors que chez les Berbères, on est dans quelque chose qui est resté très en deçà, hein, très en deçà. Les Berbères se sont coulés depuis le début du XXe siècle dans le cadre national algérien, marocain, etc. et n'ont pas porté un projet spécifique au fond. Donc à partir de là, je dirais que sur la durée, il n'est pas porteur, hein, la revendication elle est très ancrée. Alors une chose qui est très impressionnante, surtout que vous parliez de la Kabylie, hein, pour ne pas généraliser, c'est à la fois le hiatus ou la déconnexion, si vous voulez, entre cet attachement à une langue, à une culture, et cette absence de ce qu'il faut appeler une conscience nationale. Hein? Alors que d'une certaine façon, si vous voulez, c'est quelque chose qui apparaît très clairement quand on compare avec les Kurdes ou les Catalans. Hein? Enfin, en tout cas, la majorité des Kurdes et la majorité des Catalans, hein, y compris, on peut parler des Basques aussi, hein, on voit très bien, sans même, bien sûr, pas du tout question de rapprocher d'une situation de type TA, enfin un contexte de type TA, mais tous les partis basques pratiquement sont sur une position nationale. Hein, hein, c'est cette notion, cette acceptation même d'une entité, hein, d'existence en tant qu'entité spécifique qui n'existe pas ou très marginalement, sans doute chez les Berbères, qui fait que, au fond, la culture, c'est pas un programme politique et c'est pas un horizon politique. Bon, c'est quand même, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas quelque chose qui sur la durée peut cimenter, cristalliser une mobilisation et la rendre pérenne. Hein. Le paramètre culturel peut jouer un rôle décisif, mais s'il y a quelque chose d'autre, hein, c'est quelque chose d'autre, c'est la cristallisation d'une conscience nationale, d'une conscience ethno-linguistique très précise, de constituer une entité spécifique et de vouloir lui donner à cette entité spécifique des bases politico-juridiques. Hein. Alors c'est très curieux d'ailleurs, parce que la situation des Berbères, au sens où ce sentiment d'une identité ethnoculturelle est très fort. Il est très fort. Hein, dans la culture, et il reste très fort malgré l'intégration nationale à travers l'école, etc. Hein. Vous rencontrerez très peu de Kabyles qui, en tout cas kabylophones, et qui restent un peu liés à leur région d'origine, qui ne s'identifie, qui n'est pas à la fois une culture spécifique, des référents historiques spécifiques, etc. Hein, mais en même temps, ça ne suffit pas, ça n'a pas suffi à construire, au fond, un projet spécifique. Hein, même dans un cadre plus large, hein, mais voilà. Et puis là-dessus, bien entendu, il y a les circonstances. Moi, je crois que c'est la donnée de base, hein, c'est une certaine fragilité de la conscience berbère, hein, qui a une dimension culturelle très forte, culturelle, linguistique très forte, et une dimension politique très faible. Hein, je ne veux pas dire qu'elle soit inexistante, mais elle est très faible. Sans doute, là, l'histoire est là aussi pour l'expliquer. Hein. Le contexte colonial, moi, si vous voulez, je vais être tout à fait brutal.
la colonisation française a créé l'Algérie, etc., le Maroc, etc., a créé le projet national des Mouins, et en même temps, elle a détruit toute potentialité de projet national berbère. Il faut être très clair que, contrairement aux tenants à la thèse de la politique berbère de la France, on peut dire que la colonisation française a détruit toute potentialité, peut-être pas définitivement, mais en tout cas, elle a détruit, dans la phase que nous observons depuis le début du XXe siècle, toute potentialité de projet national. Oui, national ne veut pas dire nécessairement un État indépendant, ça ne veut pas dire nécessairement une entité qui se pose comme telle. Après, les formes politico-juridiques sont diverses. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire que la France continue à veiller, à assister les États algériens à justement achever ce projet. Tout à fait. De ce point de vue-là, vous savez, je ne suis pas le premier à le dire. On peut dire que les États indépendants, c'est vrai pour l'Afrique du Nord, mais c'est vrai pour toute l'Afrique, se sont coulés dans le projet et le cadre politico-administratif de la colonisation, qu'elle est héritée de la colonisation, donc chausser les chaussures vacantes du colonisateur, mais il y a là stratégiquement effectivement une continuation, puisque l'ancienne puissance coloniale continue de façon tout à fait explicite, continue par tout point de vue, y compris par ses interventions militaires d'ailleurs, à préserver ces États-nations, enfin ces États-nations c'est moins évident, ces États issus de la décolonisation. C'est clair que toute cette mise en place, en réalité, la décolonisation, il faut l'interroger. Je veux dire, c'est pas trop ce qu'elle a. On pourrait plutôt parler globalement de la poursuite d'une colonisation sous une nouvelle forme, indirecte. Ce qu'on appelle plus classiquement le néocolonialisme à grande échelle, et même si y compris derrière une phraséologie ultranationaliste, mais il est bien évident que tous ces États issus de la décolonisation sont complètement liés aux anciennes puissances, liés à l'ancienne puissance coloniale, particulièrement dans le cas français. Et je dirais, c'est pas simplement une liaison géopolitique, géostratégique, c'est même un lien humain très très étroit et très profond. Les notions de Franc-Afrique ou Franc-Algérie ou sont aussi des réalités humaines. Une intrication très profonde. On parle souvent de régime oligarchique. En réalité, là, on a une oligarchie transnationale qui fonctionne et qui se perpétue. Donc, on se défend aussi. En tout cas, on coopère. D'ailleurs, c'est pas bon, on va pas s'étaler là-dessus, puis c'est pas vraiment le sujet, mais ce projet d'éradication de la berbérité, de la mazérité, est confirmé aussi par la politique berbère de la France en France. C'est-à-dire que leur politique vis-à-vis du berbère de France. C'est clair que c'est un objet qui, là encore, au fond, la France en France sur cette question-là, qui est très marginale, de toute façon, pour l'État français, poursuit la politique des États d'origine, c'est tout. La seule perspective de ce point de vue-là, de l'État français dans sa globalité, des élites françaises, c'est quand même fondamentalité des politiques françaises, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler la préservation des intérêts arabes et islamiques de la France, qui sont très profonds, très anciens et qui est une vieille tradition. Il est clair que les Berbères sont une poussière. Et que, tout au plus des faire-valoir. Là, maintenant, j'ai envie
on revient sur la question amazigh en Libye. Donc ces dernières années, depuis 2011, on a vu avec la chute du régime de Kadhafi, à laquelle d'ailleurs les Berbères ont contribué de manière significative, on a vu cette éruption des Berbères de Libye, du combat amazigh en Libye. Alors, comment analysez-vous les choses et est-ce que vous pensez que cette émergence de la question amazigh, du combat amazigh en Libye, peut apporter quelque chose pour le combat amazigh de manière générale? Est-ce que ça peut jouer aussi un rôle dans une éventuelle réorientation de ce combat amazigh à travers l'Afrique du Nord? Oui, non, mais c'est certain que tout est interconnecté. Et, bon, quand on a commencé par parler des interactions entre l'Algérie et le Maroc, il est évident que ce qui se passera en Libye, ce qui se passe en Libye, peut et aura une influence sur les autres pays et ainsi de suite. Hein. Non, la situation libyenne est intéressante parce que dans différentes directions, sur différents plans, elle confirme des données très particulières, la situation très particulière des Berbères. D'abord, première chose, c'est l'invisibilité des Berbères pour les observateurs politiques et scientifiques de la Libye. Hein. Et ça, alors c'est poussé à l'extrême, ça a été poussé à l'extrême en Libye parce qu'ailleurs on parlait des Berbères, mais malgré tout, je dirais que le cas libyen est intéressant ce point-là parce qu'il pousse au paroxysme cette idée au fond que les Berbères, c'est la vieille, une thèse qui est très ancrée, en fait qui est ancrée même avant la décolonisation dans le regard intellectuel et politique français, hein, puisqu'on parle par rapport à cette vision française, les Berbères ne sont pas des acteurs politiques. Voilà, au fond. Et bien ça, le cas de la Libye, ils avaient disparu de l'horizon, ils n'existaient pas. Hein. Il n'existait pas. Vous ne trouverez aucune mention dans tous les travaux portant sur la Libye de 1965 jusqu'à 2011. Hein, vous ne trouverez pas mention des Berbères. Ils n'existent pas. Hein, à part chez les linguistes, mais chez les politologues, les sociologues, les économistes, ça n'existe pas. Les gens, et bien sûr chez les politiques. Donc, je dirais, ça met bien en évidence cette incapacité de beaucoup d'intellectuels et d'hommes politiques extérieurs à connaître et à voir les réalités. Il y a vraiment un obstacle. Hein. J'avais mon vieux prof qui parlait, dans ma jeunesse lointaine, qui parlait des obstacles idéologiques à la connaissance. Là, il s'agit plus précisément d'obstacles géopolitiques à la connaissance. C'est-à-dire que tous ces observateurs, politologues, politiciens, etc., sont dans un format de vision du monde qui leur interdit de voir les réalités. Hein, ce qui fait qu'on ne voit pas, les Berbères ont surgi comme ça du néant. Voilà, hein, c'est typique. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce qui s'est passé, alors à moins grande échelle, parce que les Berbères étaient beaucoup plus importants et visibles et plus connus en Algérie et au Maroc. Vous savez, tous les observateurs des années 60-70, les Berbères, c'était plus un paramètre politique. On pouvait écrire dans les années 70 et jusqu'en 80 des essais de sociologie politique ou de politologie sur l'Algérie ou le Maroc. Les Berbères, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça ne faisait pas partie de l'objet. Hein, et parmi les noms les plus connus. Donc on voit très très bien, si vous voulez, la misère en fait des sciences sociales en général quand il s'agit du tiers-monde, quand il s'agit de l'Afrique du Nord, et en particulier ce poids de la vision géopolitique, géostratégique au fond de l'Occident qui s'impose un peu et qui occulte les réalités. Hein. De ce point de vue-là, le cas libyen est un peu le cas
le paroxysme, hein, le cas extrême. Hein. Bon, maintenant, sur la seconde partie de votre question, effectivement, le cas libyen est très intéressant parce que les Berbères ont émergé après plus de 40 ans de dictature absolue, de négation absolue, de répression absolue, à un point qui n'existait pas ni en Algérie ni au Maroc. Hein, il faut quand même comparer. Et donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être des Berbères qui se sont forgés une capacité de résistance et peut-être de conscience beaucoup plus aiguë et beaucoup plus poussée que les autres Berbères. Parce que d'une certaine façon, les autres Berbères ont été marginalisés, niés, mais enfin n'ont pas subi un degré de négation. Bon, la doctrine kadhafienne, comme vous le savez, était une doctrine raciste, hein, qui est clairement raciste. En d'autres temps, on aurait parlé de régime fasciste. Hein, bon, même si les spécialistes ont du mal à parler de fascisme quand il s'agit du monde arabe, bon, mais c'est bien la réalité. Tous les traits définitoires du fascisme sont là. Hein, ils sont tous, sans exception. Bien. Donc, alors que dans les autres États, si vous voulez, bon, on peut plus parler de... Bon, bien sûr, il y a des faits de répression, mais enfin, ils n'ont pas le caractère doctrinal et systématique et explicite, hein, et sur la longue durée. Donc, et les Berbères en tant qu'individus, bon, ben, il y en a... peupler l'appareil d'État, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Donc on dit souvent, finalement, les Berbères sont très présents, qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils se plaignent, hein, ils sont au sommet de l'État, ils sont, etc. Bon, c'était pas du tout... Là, on a vraiment une situation d'une minorité opprimée, exclue, etc. Bon, pourchassée, bon, c'est complètement différent. Donc, si vous voulez, on peut penser que le cas libyen a peut-être généré, d'autant qu'une grande partie des Berbères libyens sont ibadites, donc une double minorisation, peut-être générer un niveau de conscience de constituer une entité beaucoup plus forte que chez les Berbères algériens ou marocains, qui peuvent avoir souvent, pour beaucoup d'entre eux, le sentiment d'être d'abord marocain ou d'abord algérien, si vous voulez. Alors que quand on vous a tapé dessus durement pendant 40 ans, qu'on vous a dit vous n'existez pas, vous êtes point final, vous devez disparaître, point final. Bon, si vous avez résisté à tout ça, c'est que quelque part, bon, il y a peut-être une potentielle... Bon, de ce point de vue-là, ça peut être quelque chose qui peut redonner, peut-être réorienter les revendications berbères. Bon, à suivre, hein, bien entendu, puisque c'est des choses qui se font devant nous, qui sont en cours, hein, mais on voit bien que... si on regarde les discours, les prises de position des Berbères libyens, il s'agit vraiment de l'affirmation de l'existence d'une entité. Hein, point. Et de revendication, de reconnaissance d'une entité berbère, point final. C'est peut-être de ce point de vue-là quelque chose qui peut être qui est porteur d'une donne nouvelle. Bon, maintenant... Voilà. نوالي un dernier mot, سي با مالك راه داش الزمر الدنيا القبائلي مازال اساكا oui. من فراني اليوم من فراني اليوم نقيم دي مزيغا هادشي دويا هادشي الحكومة اختي ديفكن دايا دوك لي الناقص سيري الناقص الخدمة النار دايا يمكن هادشي دافاراني هادشي وسلا دويا دايك ديفكن هايك ديفكن كان دي سرس سيليني
ما نبغاني لي انقل لي مزيغا الى نسلكد لساسنا الى قنقفير لي مزيغا نغ ولا شوي ويربحن هكذا هادي ما يطف دي سنات ابو ستات دي مزيغا بون نقدر نسكي نشرك ذوياض ونا يبان تيشركي لا دينيت بون شي ينادي ديك شي كان حقا كلان كايلين مي من بغاني لي الى نختار فوالا نختار شي ثاني ميرسي بوكو سي شاكر